Voilà, alors ce que je propose de montrer avec les moyens du bord, c'est le théorème suivant. Donc si f est une application continue de la sphère S2 dans R2, alors il existe x tel que f de x égale f de moins x, ce qui va faire que finalement, à chaque instant, il y a deux points antipodiques qui possèdent la même température et la même pression sur Terre. Alors quand je dis avec les moyens du bord, je vais quand même utiliser le théorème de relèvement, mais bon, le théorème de relèvement est assez intuitif, un peu pénible à démontrer pour des raisons qu'on imagine, mais quand même très intuitif. Vous partez d'une application continue phi de 0,1 dans S1, avec phi de 0 égale phi de 1. Voilà. Alors, vous pouvez la relever dans R, c'est-à-dire que de R dans S1, R va s'enrouler sur S1. Alors S1, je le vois comme le cercle dans C, donc j'ai exponentielle de 2i pi t, donc pi de t ici, c'est ça, c'est l'enroulement de R. Donc quand on a t plus 1, c'est qu'on a fait un tour, hein. Quand on remplace t par t plus 1, on a fait exactement un tour sur le cercle. Et donc, vous voyez que les flèches ici qui sont dans ce sens-là pour phi et dans ce sens-là pour pi, bah, ça fait que c'est pas tout à fait évident qu'on peut relever phi en p. Eh bien oui, on peut le faire. Hein. Bon, on imagine bien. Vous voyez, j'ai donné un exemple. Vous avez phi ici qui va ici enrouler 0,1. Elle est continue, hein. Elle va s'enrouler sur le cercle, avec phi de 0, c'est le point de départ, et phi de 1, c'est aussi égal au point d'arrivée. Donc il va y avoir un enroulement. Il peut y avoir, évidemment, hein, elle peut s'enrouler, et puis ensuite revenir en arrière, hein, voilà, et son enroulement est finalement trivial. Il peut s'enrouler dans un sens, dans un autre sens. Et vous allez avoir phi de 0 ici égale phi de 1, mais au final, même s'il y a eu des allers-retours là-dedans, au final, on regarde comment ça se reboucle, et phi ici de 0 égale phi de 1 va faire que quand on va regarder P continu, qui va suivre cette histoire, mais qui va dérouler cette histoire dans R, d'accord, eh bien, on va avoir P de 1 moins P de 0 qui va compter le nombre de tours effectués, effectivement, au final. Donc là, ici, il y a deux tours. On va aller de 0 à 2. Voilà. Bon. Vous pouvez regarder sur Wikipédia la preuve du théorème de relèvement. C'est pas super agréable, mais en tout cas, je pense que vous voyez bien que c'est relativement intuitif. Alors maintenant, avec cet outil, on va prouver le théorème de Borsuk-Ulam pour n égale 2. Donc on suppose qu'il n'existe pas de x comme tout à l'heure, hein, tel que f de x est égal à f de moins x, ce qui va nous permettre de construire une fonction continue et impaire. Donc g de x égale f de x moins f de moins x sur, cette fois-ci, comme on est dans R2, donc je prends la norme, c'est plus la valeur absolue, de f de x moins f de moins x. Voilà. Donc, puisque on n'a pas de x tel que ça, ben ça va exister. Et de la même manière que tout à l'heure, g allait de S1 dans 1 moins 1, c'est-à-dire S0 finalement, ben là, g va de S2 dans S1. Voilà. Qui est dans R2, qu'on peut assimiler à C. Maintenant, je vais prendre un lacet. Donc ici, c'est le lacet, donc ici qui est en rouge, hein, ça va être un lacet sur S2. Alpha de t, t allant de 0 à 1, c'est cosinus de pi t, sinus de pi t, 0. D'accord? Donc c'est l'équateur, hein, vous voyez, c'est l'équateur, on tourne comme ça. Et maintenant, je vais regarder, donc ça c'est continu évidemment, et je vais composer G rond alpha, donc ça s'appelle G étoile alpha. Donc ça va aller de 0,1 dans S1, puisque ça va aller de 0,1 dans S2, puis de S2 dans S1, et S1 que je vois injecter dans C. Bien. Maintenant que j'ai ce... Donc vous voyez, on était parti d'un lacet
dans S2, et on arrive, hein, avec G étoile alpha, avec un lacet de S1. D'accord? Bon, donc maintenant, je vais utiliser le fait que G est impair. C'est ce qui nous avait réussi tout à l'heure pour n égale 1, et je vais regarder ce que ça nous donne, non plus au niveau du pi0, comme tout à l'heure, mais au niveau du lacet, c'est-à-dire en gros du pi1. Bon, ok, on se comprend. Alors, G étoile alpha, ben, je dis que G étoile de t plus 1 demi, c'est moins G étoile alpha de t. Ah oui. Pourquoi? Parce que quand on va faire t plus 1 demi au niveau alpha, bah, ça va opposer le cosinus et ça va opposer le sinus. Comme on a 0 là, on va avoir un moins ici. Et donc on va avoir G de l'opposé, mais comme G est impair, bon bah, G de moins Y est égal à moins G de Y, donc on va avoir moins G étoile alpha de T. Bon, ça, on en est convaincu. Alors maintenant, d'une part, on a interprété cette imparité, cette propriété d'imparité de G. D'autre part, on va utiliser, on ne va pas se gêner, on a une application continue, on va utiliser le théorème de relèvement, on va relever ça dans R, ce qui va nous donner ici une application continue P. On va avoir G étoile alpha de T qui va être égal à pi rond P, c'est-à-dire exponentielle de 2i pi P de T. Voilà. Alors maintenant, les deux à la fois vont donner quoi? Vont donner que exponentielle de 2i pi p de t plus 1,5 est égal à moins exponentielle de 2i pi p de t. Bon, très bien. Alors maintenant, moins 1, je l'écris exponentielle de 2k plus 1 i pi, pour un k pour l'instant quelconque. J'écris, je fais rentrer l'exponentielle à l'intérieur avec la formule classique, et donc maintenant, je sais que pour un cas maintenant particulier, je vais avoir l'égalité entre ça et ça. Donc il existe un cas dans Z, hein, tel que P de t plus 1 demi moins P de t. Donc quand je vais diviser par 2i pi, ici ça s'élimine, ici je vais avoir 2k plus 1 sur 2, d'accord? Donc P de t plus 1 demi moins P de t est égal à 2k plus 1 sur 2. Voilà, d'accord? Donc ça y est, mon théorème de relèvement plus le côté impair de G, qui nous avait réussi tout à l'heure, donne naissance à une jolie formule avec ici, on a un nombre impair. Ce nombre impair, on se doute de ce qu'il va faire. Regardez, on pose t égale 1,5. Ça fait P de 1 égale 2k plus 1 sur 2 plus P de 1,5. Attention, hein, K ne dépend pas de T. Hein. Ici, K est indépendant de T. Hein, vous pouvez vérifier. Hein. Donc on a cette formule. Maintenant, P de 1,5 en posant T égale 0 cette fois-ci, on a avec le même K, et c'est là où j'insiste, on va avoir du coup 2k plus 1 plus P0. Donc ça veut dire que maintenant, P de 1 moins P de 0, c'est-à-dire ce truc qui mesurait le nombre de tours qu'on avait fait, hein, que le lacet ici est en train de nous faire, eh bien, ce nombre de tours, c'est un impair, et en particulier, comme il est impair, il est différent de 0. Voilà. Alors maintenant, ce G étoile de alpha, d'accord, qui va nous donner un nombre de tours non nul autour de S1, eh bien, pourquoi c'est embêtant? Parce que ce alpha, en fait, c'est embêtant au niveau homotopique, vous voyez? C'est-à-dire que ce alpha, voilà alpha, maintenant je peux le transformer en un alpha S, parce que le alpha, il va de 0,1 dans S2. Et donc lui, je peux le balader continuellement et le ramener, en un point. Il fait chaud, hein. Je le ramène, vous voyez, je peux le ramener continuellement en un point. Donc ici, c'est alpha, ce alpha, je l'appelle alpha 0. Et le alpha final qui est en un point, je l'appelle juste alpha 1. Ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle une homotopie, c'est-à-dire quelque chose, une application continue de 0,1 croix 0,1
dans S2, tel que h de t, 0, c'est alpha de t, donc c'est mon truc de départ, mon lacet de départ, et ht1, bah, c'est juste 1, c'est le lacet trivial en quelque sorte. Et comme cette application est continue, et que le k, bah, il est dans z, d'accord, bah, il va y avoir ici un alpha indice s, qui va donner un k indice s, mais lui, il va être constant. Bien sûr, puisqu'on va avoir un p indice s, et il va y avoir une continuité en s du phénomène qui va nous donner un k indice s constant. Voilà. Et ça, c'est pas possible, parce que à la fin, ici, si on était parti au lieu de alpha, c'est-à-dire alpha 0, si on était parti de alpha 1, on aurait eu le lacet trivial, et ça nous aurait donné, évidemment, un lacet trivial de S1. Donc un nombre de tours égale 0. Et ça, c'est pas possible. Voilà. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Si on doit conclure, voilà, donc on est arrivé à quelque chose d'absurde. C'est que j'ai pris G, si je prends G de S2 dans S1, j'oublie G qui c'est, hein, je prends une application continue. Alors, bah, j'ai un objet, on va dire, fonctoriel, pi1, qui va à G associer un pi1 de G. Alors pi1, c'est je dis le mot maintenant, c'est le groupe fondamental, qui va aller des lacets de S2, mais des lacets modulo homotopie, c'est-à-dire que c'est des classes d'équivalence de lacets qui sont homotopes entre eux, d'accord, dans le pi1 de S1. Le pi1 de S2, alors ça, c'est ce qu'on appelle un groupe, parce que les lacets, bah, ils se concatènent. Les lacets qui partent d'un point, on peut les concaténer. Bon, la concaténation de lacets, ça donne un lacet. Donc on fait un lacet suivi d'un autre lacet. Voilà. Et ça nous fait globalement un lacet. Et cette concaténation passe à la relation est homotope A. Et ça forme un groupe ici, hein, d'accord, l'inverse, c'est le lacet dans l'autre sens, etc. Et ici, on va avoir un morphisme de groupe, dès qu'on a une application continue, on va avoir un morphisme de groupe, pi1 de G, qui va de pi1 de S2 dans pi1 de S1. Mais pi1 de S1, c'est Z, c'est le nombre de tours. Les lacets qu'on fait sont homotopes s'ils correspondent exactement au même nombre de tours. Donc, dès qu'on a une application continue ici, on va avoir, c'est fonctoriel, un morphisme de groupe entre ce groupe fondamental et ce groupe fondamental. Mais celui-ci, c'est 0, c'est ça qu'on a vu, et celui-ci, c'est Z, c'est le nombre de tours. Donc le tout, c'est de trouver un G tel que 0 va vers quelque chose de non nul. Bah oui, comme c'est un morphisme de groupe, c'est pas possible. Voilà. Et là, on tombe sur une absurdité, et le G, c'était celui-ci. C'est ce qu'on a montré. Voilà, c'était le théorème de Borsuk-Ulam pour n égale 1, n égale 2, puis pour n quelconque, vous voyez que il faut construire une espèce de pi n et calculer les pi k des sphères. Voilà, c'est tout un programme, mais on va s'arrêter là.